Pupillin, c'est un petit village que j'affectionne depuis longtemps. Ça fait déjà plusieurs années où, avant d'être vigneron, je montais à Pupillin quand je commençais à m'intéresser au milieu du vin et de la vigne. Et on montait souvent à Pupillin pour venir boire un coup, passer un bon moment avec les vignerons de Pupillin. Et c'est un petit village qui m'a toujours parlé. J'ai trouvé qu'il y avait toujours une belle énergie à Pupillin. Et on est déjà dans une petite montagne en fait. Et ça me plaisait beaucoup. J'aime bien l'énergie et la complicité des vignerons que j'ai trouvé ici. J'ai toujours trouvé ça très très agréable et un côté un peu apaisant ici, je trouve. Ils m'ont énormément aidé quand je suis arrivé à Pupillin pour commencer à faire du vin. Jean-Michel Petit, Manu, Pierre, Désiré Petit, enfin, tous ces vignerons m'ont énormément aidé quand j'avais besoin de matériel. Et je me suis toujours senti soutenu. Et c'était pas forcément évident dans tous les autres villages du Jura. Je trouvais qu'Arbois était peut-être plus impersonnel. C'est déjà une petite ville. Et à Pupillin, c'est un tout petit village, c'est 200 habitants qui vit quasiment uniquement de la vigne et du vin. Et donc il y a vraiment tous les vignerons sont assez soudés. Et on parle pas de bio, de pas bio, on s'en fiche, on est tous vignerons. Et c'était très important pour moi d'avoir ce côté très soudé. Je me suis vraiment senti soutenu et aidé. Donc c'était chouette, c'était très chouette. Ouais. J'ai commencé en 2003 avec un style que j'adopterai plus aujourd'hui parce que je sortais de l'école, parce qu'on a appris plein de choses à l'école et au fur et à mesure du métier de vigneron, j'ai essayé de désapprendre ce que j'avais appris à l'école pour faire les vins que j'aimais. Et aujourd'hui, je fais les vins avec le moins de soufre possible, mais je m'interdis pas encore d'en utiliser parfois sur des millésimes peut-être un peu compliqués. En tout cas, c'est pas un problème pour moi d'en utiliser encore un peu. Si c'est pour aller dans le sens, dans la boussole du vin que je me suis fixé, c'est-à-dire j'aime bien la précision dans les vins et je trouve que quand on est sur parfois des millésimes compliqués et que ça nécessite un tout petit peu de soufre, je trouve que c'est intéressant d'en utiliser pour garder la précision et garder justement l'expression du terroir, la bonne expression de terroir. Pas que ce soit faussé par tout simplement une piqûre lactique, acétique, par des brettes, par tout ça. Et je trouve que si on veut garder aussi l'expression terroir, c'est parfois nécessaire d'en utiliser un peu. Donc je ne m'interdis pas d'en utiliser, mais bien sûr la boussole c'est d'en utiliser le moins possible. Et je ne suis pas un grand interventionniste à la cave. On y passe très peu de temps, on passe la majorité du temps dans les vignes. C'est là où avant tout on fait du vin. Bien sûr c'est à la vigne. Quand on a déjà des beaux raisins, ça va tout seul. Et on s'en est bien rendu compte les millésimes comme 2022 où c'était très facile dans les vignes, mais en fait les raisins n'étaient pas comme on voulait parce qu'on est passé par une canicule, par une grande sécheresse et on n'était pas du tout sur une qualité de raisin qu'on attendait. Donc on avait énormément de travail à la cave derrière. Et ça nous a demandé énormément d'intervention à la cave. Et c'est pas ce qu'on recherche. Moi, je recherche vraiment... je préfère qu'on travaille énormément à la vigne et avoir une qualité de raisin qui nous convient. Et puis par la suite, à la cave, tout va très très bien. Les fermentations se déroulent bien. On n'a pas de problème. Il n'y a pas des fins de fermentation compliquées. Il y a beaucoup moins d'ennuis. Les élevages se font tout doucement et tout va bien. Quand je suis arrivé à Pupillin, j'ai eu la chance de trouver de la vigne, mais à l'époque, en 2003, c'était pas très compliqué. C'était pas compliqué comme maintenant. Maintenant, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué maintenant.
Mais en 2003, les vins étaient durs à vendre par contre. Les vins du Jura, ils n'étaient pas du tout connus, à part Ganeva, Pascal, Clairet, à part Stéphane Tissot, quelques grands noms, Pufnet, etc. Mais sinon, et Pierre bien sûr, mais sinon c'était pas très connu. Et quand on allait proposer des ploussards à Paris, et ils nous disaient mais c'est pas bon, barrez-vous, c'est pas bon quoi, on n'en veut pas. Et donc c'était très facile de trouver de la vigne en contrepartie. Mais donc ça s'est présenté assez naturellement. Et puis quand la personne qui vendait ses vignes à Pupillin, je l'ai contactée. En fait, elle était fâchée avec tout le reste du village. Et chez le notaire, dans les clauses de vente, elle avait écrit « Je ne veux pas vendre à lui. » Et il y avait tout le village. Et donc moi, je n'étais pas de Pupillin. Et je suis arrivé et je lui ai dit « Mais ça vous embête pas de me vendre à moi ?» Et bah non, je te connais pas toi, donc je veux bien me vendre à toi. Et donc je suis arrivé comme ça. C'était un peu le hasard. Tu sais, pas le hasard, mais... parce que je crois pas au hasard, mais c'était un peu quand tu es là au bon endroit, au bon moment. Je pense que le vin jaune, c'est ce qui m'a fait aimer les vins du Jura. Je suis jurassien et c'est probablement ce qui parle à la plupart des jurassiens, c'est déjà ce côté oxydatif des vins. C'est certainement ce qui m'a fait aimer le vin du Jura et aimer le vin simplement, c'est qu'il y avait un côté très mystérieux à travers ce vin-là, qui était assez compliqué à percevoir, à comprendre. Et j'avais certainement l'ambition et la prétention de vouloir comprendre ça, alors qu'on ne peut pas comprendre. Il y a plein de choses qu'on ne comprend toujours pas et qu'on ne comprendra jamais peut-être, mais c'est un vin qui m'a toujours intrigué et passionné parce qu'il y avait peut-être une part de chance quand on réussit à faire des vins jaunes. On en a goûté il y a quelques jours sur les premiers millésimes où on ne sait pas faire du vin jaune, où on ne sait pas faire du vin tout court. Et pour autant, on a regoûté des 2003, des 2004 et c'était bon. Et ça, on se disait, mais waouh, c'est marrant de goûter encore c'était premiers vins et c'est bon. Et oui, mais certainement, c'est aussi la chance, peut-être la chance du débutant. J'ai pas maîtrisé, j'ai rien maîtrisé dans ces vins-là. Ça s'est fait naturellement. Et ce qui est fabuleux, c'est que naturellement, c'est bon. Et c'est assez chouette. J'aime beaucoup le vin jaune. Je pense que ça fait partie vraiment du patrimoine des vins du Jura. Et c'est quelque chose qu'il faut garder. Et c'est pour ça que je me suis toujours promis de faire du vin jaune si j'étais vigneron dans le Jura. Et j'avais très envie de faire goûter. Ça, c'était très important pour moi de faire goûter mon premier vin jaune à mon grand-père avant qu'il parte. Et c'était le cas, donc j'étais très content. J'ai réussi à faire goûter parce que le vin jaune, c'est 7 ans d'élevage. Et qu'il fallait le temps de pouvoir démarrer la vigne, le vin, commencer à être vigneron, et puis avoir tout cet élevage. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire goûter encore mon premier vin jaune à mon grand-père avant qu'il parte. C'était un gros cadeau. Alors le vin jaune a, à mon sens, pas besoin de soufre, mais c'est pour autant très compliqué de faire des... Il n'en a pas besoin, ni pendant son élevage bien sûr, ni avant les mises en bouteille, mais c'est pour autant très compliqué de faire des vins jaunes sans soufre, de démarrer des élevages de vin jaune sans soufre. C'est très compliqué parce qu'il faut des fermentations. Pour faire un vin jaune, à mon sens, en fait, on s'en rend compte, je m'en suis rendu compte à travers les années, c'est que on a plus de chances de réussir, on va dire, si on a un vin qui a fermenté assez rapidement et qui n'a pas eu de petits pépins de fermentation et qui démarre avec des acidités volatiles très très basses ou assez basses. Et quand on démarre des élevages oxydatifs pour faire des vins jaunes,
on met plus de chances de son côté si on démarre avec des acidités volatiles plus faibles. Parce qu'on sait qu'à la mise sous voile, c'est là où on s'expose à un risque qui est assez fou et qu'on est capable de prendre 0,10, 0,30, 0,50, 0,60 et parfois plus d'acidité volatile. Et donc si on démarre à 0,40, 0,50, ben on a plus de chances de ne pas finir dans le mur. Et donc un savagnin qui a fermenté assez rapidement, c'est peut-être un savagnin qui a en tout cas où on a écarté des bactéries, et donc parfois c'est nécessaire d'avoir 0,5 ou 1 gramme de soufre juste pour les vinifications. Et c'est quelque chose que j'ai recompris il n'y a pas très très longtemps, parce que il y a plusieurs millésimes où je crois que je ne pourrais pas faire de vin jaune malheureusement, parce que j'avais déjà des acidités volatiles après les fermentations alcooliques qui étaient déjà à 0,7, 0,8, 0,9 ou 1 gramme, et que démarrer un élevage de vin jaune avec 0,8 ou 1 gramme de volatile, c'est presque aller dans le mur. C'est très compliqué. Oui. Là, on est vraiment sur le bas de parcelle, et puis tout le talus là a été où on a un peu découvert ces découverts. En tout cas, quand on a taluté un peu, on s'est rendu compte que c'était vraiment très affleurant, et on est même sur ces côtés un peu marne feuilletée là, justement, c'est ce qu'on appelle ces schistes cartons. Donc quand on essaie de les prélever, c'est très compliqué parce qu'ils sont, en fait, c'est assez délicat. Surtout que là, il a plu hier. Donc les schistes cartons, ça reste des argiles, et donc quand ils se gorgent d'eau, ils redeviennent très souples. Mais là, on voit bien que ça a tendance à feuilleter un petit peu. Et c'est ce qui donne aussi ces côtés très salins dans les vins. Sur ces sols-là, on a toujours une énorme minéralité, un côté très salin. Donc ça fait des ploussards parfois à peine plus sévères, parce qu'à peine plus tendus justement sur la salinité. Alors vice versa, c'est un vin qui s'est fait un peu par hasard, parce que c'était des tonneaux de savagnin qui étaient destinés à faire du vin jaune, et sur lesquels j'aurais pas misé plus loin dans l'élevage du vin jaune, puisque comme on maîtrise pas cet élevage oxydatif, c'est des tonneaux qui avaient déjà énormément de puissance assez jeunes. Au bout de 2-3 ans, ils étaient déjà très puissants, et je voulais pas continuer l'élevage oxydatif sur ces vins-là, parce que j'avais peur de faire des vins jaunes trop puissants, et j'aime les vins jaunes qui sont plutôt aériens, qui sont faciles à boire. Et donc j'ai sorti ces pièces de l'élevage oxydatif, et pour autant c'est des vins qui ne me parlaient pas comme ça, parce que c'était ni du vin jaune, ni des savagniens qui étaient dessinés, et j'ai trouvé que c'était intéressant justement d'avoir le complément de savagnin houillé qui avait la même durée d'élevage à côté, mais qui était houillé. Et je trouvais qu'il y avait une bonne complémentarité de ces deux vins. Et c'est pour ça que j'ai assemblé des savagniens qui étaient houillés avec des savagniens sous voile. À ce moment-là, on retrouvait à la fois une vraie trame du terroir, puisque mes savagniens ils sont sur des schistes cartons, donc sur des marnes bleues schisteuses, et on retrouvait cette trame très saline des marnes bleues à travers les savagniens houillés, alors que sur les savagniens sous voile, l'élevage n'était pas suffisamment long pour qu'on ait ce trait de crayon et cette expression terroir là. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ces deux vins là, cette complicité entre les deux vins qui apportait à la fois la griffe et l'expression du sol, et à la fois l'oxydatif qui était très puissante malgré tout, mais voilà. One more. Okay. Ah, si on peut faire une petite mazurka. La musique, ça a toujours été très très important pour moi. J'ai démarré
assez jeune. J'ai commencé le piano, je crois, quand j'avais 8 ou 9 ans. Et ça a toujours été très important, ça a toujours fait partie de ma vie. Et c'est quelque chose qui m'apporte énormément d'énergie. J'ai toujours joué de la musique, je crois que presque tous les jours depuis que j'ai 8 ou 9 ans, je joue de la musique. Donc ça a toujours été très important. Et puis j'ai démarré par le piano, mais je me suis d'autres instruments qui m'intéressaient énormément, que j'ai essayé d'adopter par la suite. Mais j'aime beaucoup la musique, parce que c'est aussi un moment que l'on joue tout seul ou en groupe. C'est un vrai moment d'énergie, d'apaisement. C'est quelque chose qui me redonne, qui me fait du bien, qui m'apaise. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de relations entre le vin et la musique. Pour moi, il y a énormément de relations entre le vin et la musique. Et je trouve que c'est très facile. On en parlait avec Bruno Sioffi, qui travaillait au domaine de la pinte avant, qui m'a beaucoup appris, notamment sur la biodynamie. Et il avait une manière d'aborder la vie et les choses en général, mais notamment le vin et la musique. C'était très plaisant pour moi. C'était qu'il y avait certains vins qui nous donnaient de l'énergie quand on les buvait, et d'autres vins qui nous prenaient de l'énergie. Et que c'était très facile de placer ce curseur, de savoir est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en prend. Et je trouve que le curseur est assez facile aussi à placer pour la musique, mais finalement on se rend compte que c'est aussi facile à placer sur les relations humaines, sur plein de choses, sur ce qu'on va manger. Est-ce que ça me donne de l'énergie quand je le mange? Est-ce que ça me prend de l'énergie? Tout ça est très facile de placer ce curseur-là. Et la musique, en tout cas, j'aime bien les vibrations qu'il y a dans la musique, que je trouve à travers la musique, comme dans le vin. C'est deux choses qui me font vibrer, qui sont à proprement dit pas utiles. On a besoin de manger, on a besoin de boire, mais le vin, c'est pas nécessaire. Mais ça me fait vibrer, donc je trouve ça nécessaire. La musique, c'est pas nécessaire, mais ça me fait vibrer. Je trouve ça. Voilà.